notre mission, c'est donc de rapprocher la science de la société en expliquant simplement des grandes questions qui façonnent notre monde tout en luttant contre la désinformation. Tous nos contenus sont relus par des scientifiques spécialisés et notre modèle économique il repose uniquement sur les abonnements de nos lecteurs. On n'a pas de publicité. Voilà. Alors Serge Edberg, vous êtes épidémiologiste de la nutrition en santé publique, c'est-à-dire que vous étudiez comment l'alimentation influence la santé à l'échelle des populations. Vous êtes professeur émérite à l'Université Sorbonne Paris-Nord, ancien directeur d'une unité INSERM dédiée à l'épidémiologie nutritionnelle, et vous avez piloté de grandes études sur les liens entre alimentation et santé, comme le Nutrinet Santé. Vous me dites si je me trompe pas. C'est parfait. Vous avez également dirigé pour le ministère de la Santé le Programme national nutrition santé, le PNNS. Donc c'est la stratégie française pour mieux manger. Et puis surtout, vous êtes le concepteur du Nutri-Score, ce logo à 5 lettres et 5 couleurs qu'on retrouve aujourd'hui sur de nombreux emballages de produits alimentaires. Et vous êtes l'auteur du livre Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire que j'ai ici, que j'ai pris le temps de lire, où vous racontez les coulisses de votre combat. Du coup, on va commencer. Enfin, pour démarrer, je vais repartir d'une anecdote que vous racontez dans votre livre et qui m'a marqué, moi. Vous dites que tout jeune, vous avez découvert l'histoire du Titanic. Vous avez eu une réaction assez particulière. Au lieu de vous intéresser à la tragédie en soi, vous êtes focalisé sur les chiffres de mortalité selon la classe des passagers. Donc vous dites 37% des passagers de première classe sont morts, 59% pour les passagers de deuxième classe et 75% pour ceux de troisième classe, donc les moins bien classés. Et après avoir lu et relu ces chiffres, une solution vous apparaît. Vous écrivez, pour réduire la mortalité, il suffit de supprimer la deuxième et surtout la troisième classe, faire voyager les pauvres comme les riches. Donc en lisant ces chiffres, vous racontez que vous avez, sans le savoir, réalisé votre première analyse épidémiologique. Vous êtes rendu compte que plus on descendait dans les classes sociales, en fait, plus on avait de risque de mourir. Donc il y a un facteur social qui a influencé, enfin la classe du billet, qui a influencé un phénomène de santé qui est ici la mortalité. Et vous concluez, le Titanic, c'est la préfiguration de ma conscience politique et de ce que sera mon futur engagement professionnel. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer à travers cet exemple du Titanic ce qu'est une étude épidémiologique? Oui, il faut dire que j'avais 10 ans lorsque j'ai découvert le Titanic. Et en fait, j'ai découvert ces chiffres qui, en effet, m'ont sensibilisé à ce que je découvrirai plus tard comme étant l'épidémiologie, c'est-à-dire la capacité de comprendre à la fois les déterminants des phénomènes de santé et éventuellement les conséquences de ces phénomènes de santé en termes d'intérêt collectif et de santé publique. Donc, les études épidémiologiques consistent à suivre des populations, alors soit de façon longitudinale, où on va pouvoir avoir accès à une population pour laquelle on mesure un certain nombre de phénomènes, l'alimentation, on va surveiller la santé pour essayer de corréler l'alimentation et la santé. C'est ce que nous avons avec mon équipe développé, par exemple, dans l'étude Nutrinet Santé, ou alors de faire des études qui sont plus simples à faire, moins robustes en termes de capacité de conclure sur la relation alimentation-santé, des études transversales où on va comparer des populations, par exemple, de malades à des populations de bien portants, en essayant de regarder s'ils diffèrent sur le plan de leurs habitudes alimentaires ou d'autres facteurs d'exposition. Donc, c'est une approche très scientifique qui permet aujourd'hui de compléter des approches de la recherche différentes, portant par exemple ce qu'on appelle la recherche clinique sur des patients ou la recherche plus fondamentale sur différents modèles cellulaires ou animaux. Et en fait, ce sont ces études épidémiologiques qui se cachent derrière le Nutri-Score. Et derrière le Nutri-Score, il y a de la science. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'il est calculé? Alors, le Nutri-Score, vous l'avez rappelé, c'est un système d'information nutritionnelle qui se présente sous forme d'un logo coloriel, du vert au rouge, de A à E, et qui permet d'un simple coup d'œil au consommateur de pouvoir juger de la qualité nutritionnelle des aliments, de pouvoir comparer les aliments entre eux, et donc ceci peut aider le consommateur, s'il le souhaite, à orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. En fait, c'est du bon sens, avec beaucoup de science derrière, mais du bon sens, parce que quand on est devant des rayons de supermarché avec des dizaines et des dizaines de types de céréales petit déjeuner ou de desserts ou de plats cuisinés,
on a beaucoup de mal à juger de la qualité nutritionnelle. Alors, jusqu'au Nutri-Score, il fallait prendre le produit, le retourner, regarder le tableau qui figure à l'arrière des emballages des aliments qui donne les valeurs nutritionnelles et essayer de déchiffrer ce tableau qui est souvent incompréhensible et illisible. Donc, Nutri-Score, c'est simplement l'effort de traduction de ces données qui sont incompréhensibles et illisibles, mais qui figurent sur les emballages des aliments sous une forme synthétique, intuitive et compréhensible par tous. On prend dans les éléments qui figurent sur le tableau nutritionnel les éléments qui sont plutôt défavorables en termes de santé. Est-ce qu'il y a beaucoup de calories? Est-ce qu'il y a des graisses saturées, du sel, du sucre? On va attribuer des points négatifs en fonction des quantités retrouvées dans l'aliment de ces éléments négatifs. On va regarder par contre s'il y a des composants plus favorables à la santé. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes, des légumineuses, des légumes secs dans le produit? Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines? Là, on va donner des points positifs. La somme des points positifs et des points négatifs permet d'aboutir à une note. Et des travaux scientifiques extrêmement importants, très sérieux, notamment réalisés par nos collègues anglais, ont permis de donner des seuils qui permettent donc, à travers de cette note, de caractériser 5 types de classements possibles, ce que l'on a ensuite donc attribué à des couleurs et des lettres, et ça permet donc d'avoir, de façon extrêmement simple, la capacité de juger si un produit est plutôt de meilleure qualité nutritionnelle, il sera classé plutôt A ou B, ou de moins bonne qualité nutritionnelle, D ou E. Ça ne juge pas en valeur absolue, ça juge en valeur relative, et ça permet vraiment de comparer très facilement donc, la qualité nutritionnelle des différents aliments. Oui, parce que ce calcul, il s'applique toujours sur 100 grammes de produit, peu importe le produit. Tout à fait. Hein, c'est, en effet, une des difficultés, c'est de réussir à rendre comparables les choses. Donc, c'est comparer 100 grammes de pain complet à 100 grammes de pain blanc, ou 100 millilitres d'huile d'olive à 100 millilitres d'huile de tournesol, ou 100 grammes d'un fromage par rapport à 100 grammes d'un autre fromage. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dénominateur commun qui permet d'éviter tout biais qui serait lié à des estimations de portions qui sont très difficiles parce qu'elles varient en fonction de l'âge, du sexe, etc. Donc, c'est vraiment un système qui repose sur des bases scientifiques solides et qui permet très facilement de pouvoir comparer des aliments qui ont une pertinence à être comparés entre eux, et donc de pouvoir offrir aux consommateurs une transparence sur la qualité nutritionnelle des aliments. Et donc, ça lui permet, encore toujours s'il le souhaite, d'intégrer éventuellement cette dimension au moment de son acte son acte d'achat, c'est-à-dire à côté d'autres éléments comme le prix, comme l'attachement au goût, à la marque, la séduction de l'emballage, etc. Donc, c'est vraiment une information complémentaire et c'est une volonté donc de fournir une transparence sur la réalité de la composition nutritionnelle des aliments. Oui. Louis, je pense que tu peux passer à la slide suivante pour qu'on puisse mieux comprendre cette histoire de comparaison. Et j'en profite pour vous dire, parce que j'ai oublié de le dire en introduction, qu'à la fin, vous aurez 15 minutes pour poser toutes vos questions. Enfin, on répondra à vos questions et que vous pouvez poser pendant toute l'heure, en fait, directement dans le chat. Voilà. Oui, alors c'est vrai que cette diapositive qui vous est affichée permet de comprendre vraiment comment fonctionne le Nutri-Score. Le Nutri-Score, ça ne juge pas un aliment en valeur absolue. Ça ne dit pas cet aliment est sain ou cet aliment est malsain. Ça permet de dire cet aliment a une meilleure ou une moins bonne qualité nutritionnelle qu'un aliment qui est comparable en termes d'usage ou d'utilisation. C'est-à-dire, ça ne sert pas à comparer des céréales petit déjeuner à une huile. D'abord, quand vous faites vos courses en tant que consommateur, vous ne dites pas est-ce que je vais choisir plutôt des céréales petit déjeuner pour assaisonner ma salade, ou est-ce que je vais prendre plutôt une huile pour mon petit déjeuner dans un bol. Non, ce que vous allez comparer de façon très pratique, c'est des aliments qui ont la même utilisation, le même usage. Donc, Nutri-Score, ça permet de comparer des aliments qui peuvent appartenir à des catégories différentes, mais destinés au même usage. Par exemple, pour le petit déjeuner, pour le dessert, pour le goûter. Donc, vous avez une illustration, vous pouvez comparer
grâce au Nutri-Score, du pain complet, du pain raffiné, à des céréales petit déjeuner, à des biscottes, des viennoiseries ou des pâtisseries, donc des produits qui sont utilisés dans la même condition d'utilisation. Et vous voyez que ça peut varier considérablement d'un produit à l'autre. Ça permet également au Nutri-Score de comparer des produits au sein d'une même catégorie, d'une même famille d'aliments. Si on prend simplement les rayons de céréales petit déjeuner, il y a plusieurs centaines de types de céréales qui sont proposés. Dans votre supermarché, c'est quelques dizaines, mais au total, mis sur le marché alimentaire en France, c'est plusieurs centaines. Et donc, on peut voir, grâce au Nutri-Score, qu'il y a des différences de qualité nutritionnelle extrêmement importantes, certaines se rapprochant plutôt de confiseries, qui vont se retrouver très mal classées, des ou tout simplement parce qu'elles sont très riches en sucre, et d'autres qui sont plutôt moins sucrées, moins grasses, moins salées, vont se retrouver plutôt en A et B. Et certaines céréales petit déjeuner qui ont des emballages attractifs, qui vous laissent penser qu'ils ont une composante santé. Quand une céréale petit déjeuner s'appelle fitness, on peut penser qu'elle est plutôt saine, et ben, elle n'est pas obligatoirement la mieux classée. Et puis, dernier point important du Nutri-Score, c'est que ça permet de comparer un aliment à un autre portant le même nom, mais dans des marques différentes. Et on pourrait penser qu'à partir du moment que l'aliment a le même nom, ben, il a la même composition. Bien, pas du tout. Ici, vous avez un exemple de céréales petit déjeuner particulières qui ont toutes le même nom. Elles s'appellent muesli, croustillant aux pépites de chocolat. Et selon la marque, elles ont des teneurs en sucre qui sont extrêmement différentes. Et vous voyez qu'elles peuvent varier de A à E. Donc vraiment, Nutri-Score, c'est une aide à pouvoir comparer des différences de qualité nutritionnelle sur des produits où ce n'est pas aussi simple et pas évident à première vue. C'est sûr que comparer un brocoli et une pizza, on n'a pas trop de difficulté à savoir lequel aura la meilleure qualité nutritionnelle. Mais entre différentes pizzas, entre différentes céréales petit déjeuner, entre différents plats cuisinés, et bien là, vraiment, on a besoin de quelque chose qui informe de façon simple et intuitive, et c'est la vocation du Nutri-Score. Mais on ne peut pas tout comparer encore parce qu'il n'est pas obligatoire. Donc il y a des marques qui choisissent de l'afficher, d'autres non. Alors, vous avez tout à fait raison. Le gros problème qu'a le Nutri-Score, et ce n'est pas de la faute du Nutri-Score ni des scientifiques, c'est qu'il existe une réglementation européenne qui avait été poussée à l'époque par les lobbies au milieu des années 2010 et qui est rentrée en vigueur en 2011 et élargie en 2016 à l'ensemble des aliments, qui empêche les États membres de rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle complémentaire au tableau. Donc, ce qui est autorisé et même qui est obligatoire, c'est le tableau nutritionnel, mais comme on le disait au départ, il est sur la face arrière des emballages des aliments, donc c'est compliqué. Si on veut comparer deux produits, il faut prendre les deux produits, retourner les emballages. Il est en effet extrêmement difficile à comprendre, même pour les nutritionnistes, difficile à interpréter, souvent difficile à lire, donc il n'est pas utile. Et ce que les lobbies ont fait lors des discussions de ce règlement européen, c'est d'empêcher qu'un État membre puisse rendre obligatoire un système, un logo nutritionnel comme le Nutri-Score. Donc, il n'est pas obligatoire, il repose sur une base volontaire. Alors, il y a quand même des conditions. À partir du moment qu'une entreprise souhaite mettre le Nutri-Score, il ne peut pas choisir sur quel produit il le met, ça serait trop facile. Il ne mettrait que ceux qui l'arrangent, qui sont bien classés. Il a l'obligation de le mettre sur l'ensemble des produits de la marque. Mais si une entreprise ne souhaite pas mettre le Nutri-Score, il ne le mettra sur aucun de ses produits. Donc, c'est une des limites du Nutri-Score. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à la pression des consommateurs, grâce aux travaux scientifiques, il y a à peu près 1500 marques qui affichent le Nutri-Score. Il n'y en avait aucune au début lorsqu'il a été proposé en 2014 et adopté en 2017. Aujourd'hui, grâce vraiment à la pression sociétale, à la demande forte des consommateurs, on est en effet près de 1500 marques. Ça représente à peu près 62% du marché alimentaire, mais des grands groupes comme
Ferrero, hein, c'est Nutella, Kinder, etc., ou Lactalis, les produits laitiers, Coca-Cola, Mars, Mondelez, et les biscuits, les barres chocolatées, continuent à combattre le Nutri-Score et à refuser donc de l'afficher. C'est pour ça qu'il faut maintenant réussir à pousser à ce qu'il devienne obligatoire, malgré le règlement européen qui bride les États pour prendre cette décision juridique. Alors, on parlera un peu des polémiques autour du Nutri-Score après, mais d'abord, j'aimerais revenir sur le fait qu'il y a des bases scientifiques très rigoureuses derrière le Nutri-Score et sur quelles données, du coup, est-ce que ça repose? Quel est le lien qui a été fait entre, par exemple, les fibres ou alors le sel, le sucre et la santé? Alors, oui, c'est vraiment très, très important parce que Nutri-Score, quand on le voit, c'est très simple, hein, c'est très intuitif, c'est facile à comprendre, mais ça repose sur beaucoup de sciences. Beaucoup de sciences dans sa conception, c'est-à-dire les nutriments, les éléments nutritionnels qui sont pris en compte dans le calcul du Nutri-Score, dans ce qu'on appelle l'algorithme de calcul du Nutri-Score, sont des nutriments ou des éléments nutritionnels qui ont fait l'objet de très nombreux travaux scientifiques qui retrouvaient un lien entre l'insuffisance d'apport ou l'excès de consommation et des problèmes de santé. Le gras, les graisses saturées, le sucre, le sel, consommés en excès, sont associés de très nombreux travaux, notamment sur des très grandes populations, des travaux épidémiologiques, ont montré ce lien avec la santé. De la même façon, Ouais. beaucoup de travaux qui ont été faits sur les fruits et légumes ont montré l'effet protecteur de la consommation de fruits et légumes ou des fibres. Donc, dans la construction, les éléments qui ont été pris en compte reposent sur beaucoup de sciences. Mais ensuite, l'algorithme de calcul qui a été développé pour réussir à classer les aliments a fait l'objet de beaucoup de travaux de validation. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 publications scientifiques réalisées dans une vingtaine de pays qui ont permis à la fois de valider l'algorithme de calcul du Nutri-Score, c'est-à-dire de montrer que les éléments qui ont été pris dans le calcul, que les points attribués, que les seuils qui ont été définis sont validants, puisqu'on retrouve un lien entre le fait de manger des aliments bien classés par le Nutri-Score et un moindre risque de maladie, avec des études qui portent sur des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de sujets suivis pendant de très nombreuses années, qui en effet ont permis de vraiment montrer que la consommation d'aliments bien classés par le Nutri-Score réduisait le risque d'obésité, de surpoids, mais de maladies nutritionnelles comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'hypertension. Puis il y a beaucoup d'études qui ont également non pas porté sur le mode de calcul du Nutri-Score, mais sur son format graphique et qui ont montré que le format graphique, ces 5 couleurs, ces 5 lettres, était quelque chose d'extrêmement bien compris par le consommateur, bien perçu, bien utilisé, qu'il permettait réellement d'impacter les choix alimentaires et d'arriver à des paniers d'achat lorsque il était mis à la disposition des consommateurs plus favorables pour leur santé, de meilleure qualité nutritionnelle. Alors ici, vous avez par exemple quelques études, quelques illustrations d'études sur des grandes cohortes, des grandes populations suivies, vous voyez, sur des années, donc 6 000 sujets dans la cohorte Suvimax, plusieurs dizaines de milliers dans Nutrients Santé, des études faites en France, en Espagne, une grande cohorte qui est une cohorte européenne sur plus de 500 000 sujets, 17 ans de suivi. Toutes ces cohortes ont vraiment permis de montrer un risque plus élevé de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, beaucoup d'autres pathologies chez des sujets qui avaient une consommation d'aliments moins bien classés sur l'échelle du Nutri-Score. Donc, on a vraiment des validations très fortes de l'algorithme. Et puis, sur le format graphique, eh bien là aussi, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en supermarché virtuel ou en magasins expérimentaux ou même grandeur nature sur des grandes populations et qui ont permis de montrer réellement que lorsqu'on affiche le Nutri-Score sur les aliments dans un supermarché, les consommateurs ont un caddie rempli d'aliments qui sont de meilleure valeur nutritionnelle par rapport
à des supermarchés qui n'affichent pas le Nutri-Score. Et même par rapport à d'autres logos nutritionnels qui existent dans le monde, le Nutri-Score a montré de meilleures capacités pour permettre aux consommateurs d'avoir des choix alimentaires plus favorables sur le plan nutritionnel, donc plus favorables à leur santé. Donc beaucoup de science derrière cet outil de santé publique qui pourrait paraître extrêmement simple. Il n'a pas, vous voyez, été conçu comme ça, inventé simplement en disant bah, ça serait bien de mettre différentes couleurs et différentes lettres. Donc, derrière ces lettres, derrière ces couleurs, beaucoup de travaux scientifiques qui valident l'intérêt et l'efficacité de ce logo. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se nourrir uniquement d'aliments A? Alors, vous avez raison de poser cette question parce qu'il faut bien utiliser le Nutri-Score. Le Nutri-Score, je dis, ça peut être comparé en valeur relative des aliments. Et ça ne veut pas dire qu'un aliment donc, est sain s'il est A ou B et malsain s'il est D ou E. En valeur relative, il est plus favorable sur le plan nutritionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut manger que des aliments A ou B ou qu'il ne faudrait prendre aucun aliment classé D ou E. Simplement, pour un aliment qui est classé D ou E, ça nous alerte, nous consommateurs, que cet aliment doit être consommé plutôt en quantité raisonnable, pas trop fréquemment, de façon pas en trop grande quantité, qu'il faut peut-être rééquilibrer le reste de ces repas dans la journée, mais vous voyez, ça n'interdit absolument pas la consommation de produits DE. Ça donne simplement une information sur le fait qu'il faudra être conscient que ce sont des produits qui ne doivent pas être consommés en grande quantité trop fréquemment. Et alors en 2024, le calcul du Nutri-Score a légèrement changé, notamment pour certaines catégories de produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un peu ce qui a changé? Et c'est pourquoi d'ailleurs Danone a retiré ses yaourts à boire et ses boissons végétales du Nutri-Score. Oui, tout à fait. Alors, il était prévu dès la conception du Nutri-Score qu'il soit mis à jour régulièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que la science évolue. Il y a le progrès des connaissances scientifiques qui permet d'affiner les relations entre la consommation des aliments et la santé. Donc, en fonction des nouvelles connaissances, il est peut-être nécessaire de faire un certain nombre de réajustements dans le Nutri-Score. Il y a d'autres éléments qui doivent être pris en considération. C'est qu'il y a des nouveaux produits qui apparaissent, qui n'existaient pas au moment de la conception du Nutri-Score. Il y a eu ici des efforts de reformulation faits par les industriels liés au Nutri-Score pour être mieux classés sur le Nutri-Score. Certains industriels, et c'est une bonne chose, ont reformulé leurs produits en retirant un peu de gras, de sucre et de sel, ce qui veut dire que, évidemment, ça peut amener à réfléchir est-ce que les seuils restent bien adaptés par rapport à ceux qui avaient été initialement prévus. Et puis, à l'usage, on a pu se rendre compte qu'il pouvait y avoir certaines imperfections qui nécessitaient des corrections. Donc, en 2021, un comité scientifique international composé d'experts sans lien d'intérêt qui ont travaillé pour analyser est-ce qu'il fallait ou non faire quelques modifications au Nutri-Score. Ils ont conclu, au travers de 2 volumineux rapports qu'ils ont rendus en 2022 et 2023, que le Nutri-Score fonctionnait très bien, mais qu'il y avait des marges d'amélioration. Et ils ont proposé un certain nombre de modifications, de pénaliser un peu plus encore les produits sucrés ou salés, de valoriser un peu plus les huiles qui étaient les plus favorables sur le plan nutritionnel, comme l'huile d'olive ou l'huile de colza, de pénaliser plus parce que la science a montré que la consommation en quantité importante de viande rouge, de viande de boucherie hors volaille était associée à un risque plus grand de cancer, donc de pénaliser plus les viandes rouges. Au contraire, de valoriser plus les produits riches en fibres, parce que là encore, des travaux ont montré l'intérêt de la consommation d'aliments complets. Et puis, des aliments comme certains fromages, par exemple, moins gras ou moins salés, devaient bénéficier d'une même catégorisation. Et puis surtout, ce qui a été introduit, c'est que ces dernières années, beaucoup de travaux ont montré que les boissons qui contiennent des édulcorants de synthèse, les fameux édulcorants qui donnent ce goût sucré, non seulement n'étaient pas utiles sur le plan de la santé, mais pouvaient avoir des effets délétères. Donc, le comité scientifique a proposé de pénaliser les boissons édulcorées. Tout ça, toutes ces modifications qui ont
ont été proposées par le comité scientifique, aboutissent à des modifications de classement de certains aliments, et notamment les aliments sucrés. Alors, déjà, un certain nombre de firmes comme Coca-Cola, Mars, Mondelez n'affichaient pas le Nutri-Score, mais certaines firmes, par exemple comme Danone, qui affichaient le Nutri-Score, n'ont pas été contentes de cette pénalisation plus forte du sucre qui faisait basculer certains de leurs produits comme Actimel, Activia ou Danonino, les yaourts à boire, d'une catégorie plutôt bien classée, qui peut être A ou B, à des catégories mal classées, C, D ou E, ce qui est justifié par le fait que ces produits qui n'existaient pas obligatoirement lorsque le Nutri-Score a été conçu, devaient être plus fortement pénalisés puisqu'elles peuvent contenir autant de sucre qu'un soda. Et donc, ça a beaucoup fâché Danone parce que ces yaourts à boire, comme Actimel, qui mettent en avant des soi-disant vertus santé, sont plus pénalisés, ce qui est tout à fait légitime et justifié compte tenu de leur teneur en sucre, ou des boissons végétales sucrées, elles se retrouvent également plus pénalisées. Les yaourts à boire qui ne contiennent pas de sucre ajouté ou les boissons végétales à base de soja ou d'autres types de végétaux, s'ils n'ont pas de sucre ajouté, restent bien classés. Mais celles qui sont riches en sucre ajouté, légitimement, de façon pertinente, voient leur note basculer. Donc, ça a fâché une marque comme Danone qui a donc décidé, ce qui n'est pas très correct vis-à-vis des consommateurs, d'abandonner le Nutri-Score, c'est-à-dire il l'acceptait tant que les règles du jeu les favorisaient, mais à partir du moment que les règles du jeu scientifique réajustent leurs produits, à ce moment-là, ils abandonnent et ils préfèrent cacher le fait que ces produits peuvent contenir des quantités très importantes de sucre. Donc, Danone fait partie des quelques sociétés qui ont décidé, malheureusement, d'abandonner le Nutri-Score. Et c'est le cas de Bjorg aussi. Et Bjorg, ils ont fait pire parce qu'ils sont carrément passés du Nutri-Score à un Planet Score qui donne un score sur l'environnement, la qualité environnementale du produit, mais pas du tout sur sa qualité nutritionnelle. Oui, vous avez tout à fait raison. Bjorg s'est retiré du Nutri-Score, là, pour les mêmes raisons que Danone, tout simplement parce que ces produits qui sont parfois très sucrés, ceux qui ne sont pas sucrés restent bien classés, mais ceux qui contiennent des quantités de sucre voient leur note dégradée, ce qui est une fois de plus logique. Il est important que le consommateur sache que même si un produit est à base de riz, de châtaigne ou d'avoine, s'il a des quantités importantes de sucre, c'est important qu'il soit prévenu que ce sont des boissons sucrées qui font limiter la consommation. Donc Bjorg a aussi abandonné le Nutri-Score en utilisant en effet une excuse tout à fait fallacieuse. Il a dit je ne vais plus mettre le Nutri-Score, je vais mettre à la place le Planet Score. Alors, vous avez bien dit, le Planet Score, c'est un logo qui n'est pas officiel, qui est intéressant, mais qui mesure l'impact environnemental de la production, donc de l'aliment. Donc, ça renseigne sur cet impact environnemental, ce qui n'a rien à voir avec la composition nutritionnelle. Est-ce qu'il y a des pesticides par rapport à la biodiversité ou par rapport à l'empreinte carbone, au climat, comment il se situe. Donc, bien évidemment, on aurait été heureux que Bjorg affiche les deux logos s'il le souhaitait, un sur la santé individuelle, un sur la santé de la planète, mais pas qu'il substitue au Nutri-Score, donc le Planet Score, qui en plus a un graphisme très proche du Nutri-Score, ce qui donne une confusion pour le consommateur qui peut croire que c'est toujours le Nutri-Score alors que ça n'a rien à voir puisque c'est l'impact environnemental. Donc là encore… Méfiez-vous, parce que moi, je me suis déjà fait avoir sur des cookies. Je pensais acheter des cookies en A, ce qui est très étonnant déjà initialement. J'aurais dû me méfier, mais en fait, c'était le Planet Score qui était affiché. Oui, il faut vraiment se méfier. Et vous voyez, parfois, les industriels utilisent des artifices pas tout à fait corrects pour essayer donc de faire croire qu'ils continuent à afficher un bon Nutri-Score, alors que s'ils affichaient le vrai Nutri-Score, il ne serait pas bon. Et ce qu'ils mettent à la place n'a rien à voir avec le Nutri-Score. Mais c'est vrai que quand vous voyez le format graphique, il peut y avoir vraiment confusion.
Donc là, on parle de marques qui étaient initialement OK pour afficher le Nutri-Score, mais il y a aussi beaucoup de marques, on l'a vu au début, comme Ferrero, qui refusent de l'afficher. Donc dans votre livre, vous racontez un peu ce combat pour pousser les industriels à afficher le Nutri-Score. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui de mettre en œuvre un simple logo de santé publique? Vous savez, toute mesure de santé publique, à partir du moment qu'elle est perçue par des acteurs économiques comme allant à l'encontre de leurs intérêts financiers, commerciaux, leurs ventes, leur business, va entraîner tout un tas de stratégies de lobbying pour tenter de bloquer la mesure. Donc Nutri-Score, c'est ce qui s'est passé parce que certaines firmes, alors au début même quasiment tout le secteur agroalimentaire et de la grande distribution, ne souhaitaient pas donner cette transparence, qui est pourtant un droit des consommateurs et un devoir de ceux qui produisent des aliments, mais ils n'avaient pas envie de montrer la réalité d'une composition nutritionnelle qui n'est pas obligatoirement la plus vertueuse. Ce qui est absurde parce que, comme on l'a expliqué, même un produit mal classé par Nutri-Score, on ne dit pas qu'il ne faut pas en consommer. Mais c'était perçu comme pouvant être une entrave aux ventes et donc ces opérateurs économiques ont développé tout un tas de stratégies de pression politique, de jeter le doute sur les travaux scientifiques, discréditer les scientifiques qui portaient le Nutri-Score, pousser des politiciens, des parlementaires, des ministres à essayer de bloquer la mise en place du Nutri-Score, retarder éventuellement son développement, voire essayer de revenir en arrière. Donc, on a eu affaire pendant de longues années à un lobbying extrêmement intense, puisqu'il y a eu 4 années de bataille entre le moment où il a été proposé et le moment où il a été adopté sur une base volontaire en 2017, et on continue à avoir encore des actions de lobbying, notamment au niveau européen, pour essayer d'empêcher qu'ils ne deviennent obligatoires, puisque là encore, et c'est un combat d'arrière-garde, parce que les consommateurs aujourd'hui souhaitent avoir une information sur la composition nutritionnelle, mais certains industriels considèrent que, c'est pour ça que j'avais donné ce titre à mon livre Mange et tais-toi, que les consommateurs n'ont pas à s'occuper de la composition nutritionnelle, ils doivent être Est-ce que vous séduits. pouvez donner un ou deux exemples concrets de lobbying pour qu'on se rende compte un peu? Oui, par exemple, caricatural, mais qui est une stratégie habituelle des lobbyistes, c'est les pressions au moment des votes parlementaires. Et en 2016, quand la loi de santé a été votée, que la ministre de la Santé de l'époque a voulu intégrer dans la loi de santé le principe d'un logo nutritionnel, les lobbies sont venus auprès de certains parlementaires compliants et proches d'eux, et en venant avec des amendements pour empêcher ou bloquer le Nutri-Score qui était rempli complètement, déjà tout préparé. Les parlementaires n'avaient qu'à mettre leur nom et la date pour ensuite venir en séance proposer ces amendements qui avaient été rédigés par les industriels de l'agroalimentaire. Ou alors, parfois on voit dans certains médias, sur les réseaux sociaux, des fake news visant à discréditer Nutri-Score. Nutri-Score s'attaquerait aux produits d'appellation d'origine contrôlée, des produits du terroir, de la gastronomie française, ce qui est bien sûr complètement faux, ou s'opposerait à l'alimentation méditerranéenne, au contraire. Donc, là encore, dans les stratégies des lobbies, on retrouve le fait de jeter le doute sur les travaux scientifiques, le fait d'attaquer la mesure comme étant liberticide, on viendrait contrôler vos assiettes, l'État se mêlerait de ce que l'on mange, et véhiculer tout un tas de fausses informations, c'est vraiment de la désinformation, et ça continue encore aujourd'hui au niveau européen, pour essayer de bloquer, pour essayer d'empêcher le déploiement du Nutri-Score et maintenant qu'il devienne obligatoire au niveau européen. Ok. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il est présent dans 6 autres pays maintenant. Exactement, c'est-à-dire que donc il a été adopté en France en 2017, je vous disais, après 4 années de bataille, et puis 6 autres pays l'ont adopté, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et la Suisse. D'autres pays sont en attente de l'adopter, mais
ce que l'on n'a pas encore pu obtenir du fait de la pression des lobbies économiques au niveau européen et certains relais politiques qu'ils ont, notamment l'Italie, avec le gouvernement de Mme Meloni qui se positionne comme un État lobbyiste pour défendre les intérêts alors à la fois de grands groupes agroalimentaires italiens comme Ferrero, qui est très proche du pouvoir, et puis des secteurs agricoles, le parmesan, le salami, etc., qui s'opposent beaucoup au Nutri-Score. Et on n'a pas réussi, parce que le lobbying a été vraiment intense, à ce qu'il devienne obligatoire. Il aurait dû l'être, puisque la Commission européenne s'était engagée à choisir en 2022 un logo basé sur la science rendu obligatoire pour l'ensemble des 27 pays. Et le rouleau compresseur des grands lobbies et de leurs relais politiques ont réussi à bloquer jusqu'à présent à ce que la Commission européenne prenne donc ses responsabilités et choisisse le Nutri-Score pour le rendre obligatoire, ce qui est la seule façon de forcer la main à Ferrero, Lactalis, Coca-Cola Mars ou Mondelez, sociétés qui refusent de l'afficher, et puis forcer la main à des sociétés comme Danone ou Bjorg qui se désengagent parce qu'ils considèrent que ça n'arrange plus leur marketing. Du coup, vous pensez que le Nutri-Score va devenir obligatoire dans les prochaines années? Vous savez, c'est le sens de l'histoire. Les lobbies vont encore gagner des jours, des semaines, des mois, mais d'abord la pression très forte des consommateurs. Toutes les associations de consommateurs, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, soutiennent le Nutri-Score, demandent, exigent qu'il soit obligatoire. La grande majorité de la communauté scientifique, des professionnels de santé. Donc, il y a beaucoup d'associations également de patients. Donc, il y a une demande sociétale extrêmement forte. Il y a quand même un certain nombre d'industriels qui, pendant longtemps, refusaient le Nutri-Score, mais ont fini, grâce du fait de cette demande très forte sociale, à l'afficher. Donc, tout ça fait qu'à un moment ou à un autre, eh bien, les lobbies perdront de leur puissance et qu'on peut espérer que l'intérêt de la santé publique, puisqu'on est face à des grands enjeux de santé publique, quand on parle du Nutri-Score, il faut savoir que c'est un élément qui peut contribuer à améliorer l'alimentation. Ce n'est pas lui qui va résoudre tous les problèmes, mais qui peut contribuer à réduire donc le risque de maladies chroniques qui ont un coût humain, social, économique important. Quand on parle de l'obésité, 17% de la population est en obésité, 49% si on parle du surpoids. Les enfants, c'est aussi à peu près 17 à 18% d'enfants en surpoids. Donc, vraiment, c'est important. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, sont des maladies multifactorielles, mais dans lesquelles l'alimentation joue un rôle important, puis c'est un facteur sur lequel on peut agir. Tout ça, ce sont des enjeux de santé publique majeurs pour nos pays. Bien sûr, en termes humains, ce sont des maladies dramatiques, mais en termes également économiques, en termes de dépenses de santé. Donc, quand on voit les résultats des études qui montrent que simplement en affichant le Nutri-Score, on peut réduire, pas voir disparaître, mais réduire le risque de maladie, à ce moment-là, on peut penser qu'à un moment ou à un autre, tout de même, les autorités politiques finiront par écouter plutôt la voix de la santé publique et l'intérêt des consommateurs plutôt que la seule défense de l'intérêt purement économique des industriels. On espère en tout cas. Avant de prendre les questions du public, je reviens juste sur à quel point le Nutri-Score a changé les habitudes d'achat des Français. Parce qu'aujourd'hui, on a 7 ans de recul à peu près, peut-être un peu plus. Il y a d'autres pays qui l'ont adopté. Il y a eu des études là-dessus. Est-ce qu'on est capable de voir à quel point les gens choisissent plus des produits en A, B, C plutôt qu'en D et E? Oui, alors, avant même que nous soit mis en place, des études comme celles qui sont affichées en magasin expérimental ou en supermarché réel avaient déjà montré, alors, vraiment dans un cadre scientifique, avec des C'est quoi qu'on méthodologies. appelle un supermarché expérimental? Alors, oui, c'est comme votre supermarché quand si vous achetez en ligne vos aliments, sauf que là, vous ne les commandez pas réellement, mais vous rentrez, donc on demande à des participants de ces études de faire leurs courses comme s'ils étaient prêts à acheter les produits, et
simplement, à la fin, ils ne passent pas, ils ne mettent pas leur numéro de carte bleue ou ils ne passent pas en caisse pour récupérer les aliments et payer. Donc, on simule les actes d'achat. Des études ont été faites également en supermarché réel. Il y a une grande étude qui a affiché 60 supermarchés dans 4 zones françaises, dont 10 supermarchés, là les produits avaient le Nutri-Score, 10 supermarchés avaient d'autres logos, 10 encore un autre logo, et puis il y avait des supermarchés sans logo. Et toutes ces études sont cohérentes. Elles montrent que Nutri-Score impacte la qualité nutritionnelle des achats alimentaires, donc que ce soit en magasin expérimental, en supermarché virtuel ou en supermarché réel, et que quand on le compare à d'autres logos, c'est Nutri-Score qui est plus efficace, et quand on compare à des situations sans logo, on voit des différences qui sont très importantes, entre 4,5 et 9% d'amélioration de la qualité nutritionnelle du panier d'achat. Et ce qui est très intéressant dans ces études, c'est que ça impacte particulièrement les populations à plus haut risque, les plus vulnérables, de niveau socio-économique moins élevé, ayant moins de temps pour faire leurs courses, les populations qui ont moins de bagages pour éventuellement avoir un recul sur les connaissances en nutrition. Donc, c'est un facteur qui permet de lutter contre les inégalités sociales de santé. Ça, c'était des études qui ont été faites pour justifier de l'intérêt de mettre en place le Nutri-Score. Maintenant, avec le recul, on a des données de vente en supermarché aujourd'hui qui permettent de voir que si l'on prend sur l'ensemble des supermarchés, beaucoup affichent le Nutri-Score, puisque parmi les opérateurs économiques qui ont fini par accepter d'adopter le Nutri-Score, on a les grandes chaînes de supermarchés. Ce qu'on voit, c'est que les produits classés D et E voient leur vente diminuer entre 8 et 10%. Les produits classés A ou B augmentent à peu près de la même façon, entre 7 et 10%. Donc, ça montre que c'est efficace. Ça montre, et c'est aussi ce qu'on souhaite, c'est que les gens n'abandonnent pas le fait de consommer des produits DE dans certaines catégories. D'ailleurs, il n'y a pas de produits A ou B. Il y a donc une amélioration plutôt du panier d'achat, mais dans les conditions telles que le Nutri-Score le propose, c'est-à-dire de tendre, si possible, vers des alternatives de meilleure qualité nutritionnelle sans jamais considérer qu'il faut abandonner totalement les produits qui seraient mal classés par Nutri-Score. Donc, on a vraiment la démonstration maintenant de l'efficacité depuis la mise en place du Nutri-Score, ce qui confirme les études expérimentales qui avaient été faites au moment avant le lancement du Nutri-Score. Et ça pousse les industriels à changer la formulation de leurs produits, du coup. Puisque Oui, 8 à 10% de baisse sur les achats de produits en E et D, c'est pas rien non plus. ça n'est pas rien, et c'est aussi un des objectifs du Nutri-Score qui était clairement affiché dès le départ, c'est de pousser les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Il y a des marges de manœuvre, on le sait, dans le programme national nutrition santé, on a beaucoup travaillé là-dessus. On peut retirer un peu de gras, un peu de sucre, un peu de sel, sans dénaturer du tout le goût et le plaisir qu'on peut avoir à consommer l'aliment. Simplement, il y a une inertie au niveau des industriels qui n'ont pas envie de revoir leurs recettes. Ce n'est même pas un énorme problème de coût. Et donc, avec le Nutri-Score, ça pousse les industriels à reformuler parce que pour essayer de gagner une catégorie et d'être mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score, eh bien, ils vont faire cette reformulation en retirant un petit peu de sucre, un peu de sel, un peu de graisse saturée, en choisissant des ingrédients plus favorables à la santé. Et donc, ça a permis aussi la mise en place du Nutri-Score. Et là aussi, il y a des études qui l'ont bien montré, d'améliorer aujourd'hui la qualité nutritionnelle des aliments qui sont mis sur le marché. Alors, des études qui ont été faites notamment par l'UFC Que Choisir ont montré que l'impact ne portait que sur les rayons dans lesquels le Nutri-Score est affiché. Là où les sociétés refusent d'afficher le Nutri-Score, donc c'est surtout les barres chocolatées, les biscuits sucrés, là, il n'y a pas d'amélioration parce que comme ils n'affichent pas le Nutri-Score, ils ne font pas l'effort pour être mieux classés que ce qu'ils sont ou par rapport à leurs concurrents qui ne l'affichent pas. Donc, vraiment,
il y a aussi un effet de l'affichage du Nutri-Score pour pousser les industriels à reformuler leurs produits, donc à mettre à disposition des consommateurs des aliments qui sont de meilleure composition nutritionnelle, ou du moins pour certains moins défavorables par rapport à ce qu'ils étaient. Merci beaucoup pour ces réponses. On va pouvoir passer aux questions du public. Vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes vos questions. Ah oui, et si on peut parler peut-être rapidement des produits ultra transformés, parce que quand on avait fait notre interview là, il y a un an de ça et qu'on avait publié un article dans Brief Science, on avait parlé un peu de ça, du fait que c'est pas mentionné en fait dans le Nutri-Score, le fait que les aliments soient très transformés ou pas. Or, ça joue aussi sur la santé. Oui, alors c'est aussi un point important et ça permet de rappeler que le Nutri-Score, à lui tout seul, ne réglera pas tous les problèmes de nutrition. Et que d'un autre côté, le Nutri-Score, mais c'est vrai pour tous les logos nutritionnels qui existent dans le monde, a des limites. Et on ne peut pas demander plus au Nutri-Score ou à n'importe quel autre logo nutritionnel que ce qu'il peut donner. Il informe uniquement sur la composition nutritionnelle des produits. Or, quand vous mangez un aliment, il y a bien sûr sa composition qui est une dimension importante, mais il y a d'autres dimensions qui peuvent impacter la santé. Est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce que le produit est ultra transformé? Est-ce qu'il y a des résidus de pesticides? Oui, il y Est-ce a que vous trois pouvez dimensions. juste rappeler la définition de ultra transformé? Alors, un produit ultra transformé, c'est un produit qui a subi de très nombreux processus industriels, déshydratation, extrusion. Donc, c'est, je sais pas, par exemple, c'est des produits qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était à l'origine, puisque à l'origine, l'aliment a été transformé, segmenté, puis recomposé. Donc, quand vous prenez une barre chocolatée, quand vous prenez un soda, quand vous prenez une soupe déshydratée, quand vous prenez des nuggets, par exemple, ce sont des aliments ultra transformés qui ont subi beaucoup de processus industriels et qui, généralement, au cours de ces processus industriels, ont fait l'objet d'ajouts d'additifs en quantité importante et en nombre important. Donc, un aliment ultra transformé, c'est un aliment industriel, mais qui a subi particulièrement beaucoup de transformations, beaucoup de phases de processus industriels et qui contient beaucoup d'additifs. Tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés, c'est pour des conserves, par exemple, ce sont des aliments industriels, mais qui ne sont pas des aliments ultra transformés. Mais tous les aliments ultra transformés sont toujours des aliments industriels. Et cette dimension, elle a des conséquences pour la santé. Avec mon équipe, nous travaillons dans la cohorte Nutrinet Santé. On a montré dans de nombreuses études que le fait de consommer des aliments ultra transformés augmentait le risque de ces maladies chroniques qu'on a décrites, cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète. La composition nutritionnelle aussi, ce sont deux dimensions différentes. Elles se chevauchent. 87% des aliments ultra transformés ont un Nutri-Score classé C, D ou E. Parce que souvent, ce sont des produits gras, sucrés, salés, mais pas tous. Vous voyez, un steak végétal, par exemple, c'est un aliment sur plan nutritionnel qui a une bonne composition. Il n'y a pas de gras, pas de sucre, pas de sel, il y a des protéines. Mais c'est un aliment qui a subi beaucoup de processus industriels et qui a des additifs. Donc, il va se retrouver ultra transformé, mais bien classé par Nutri-Score. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui pour aider le consommateur, c'est de fournir les deux informations. On ne peut malheureusement pas les agréger, les regrouper dans un algorithme unique. Si ça avait été possible, on l'aurait fait. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'aurait fait. D'autres groupes au niveau international l'auraient fait. Mais ce sont deux dimensions différentes. Si vous les mélangez, vous leur faites perdre leur signification. Vous faites une moyenne en fait des deux. Donc, ce que l'on propose, c'est ce qui figure d'ailleurs sur cette diapositive, c'est de fournir graphiquement une information qui permet de reconnaître si l'aliment est ultra transformé. Donc, d'un simple coup d'œil, vous voyez, en mettant un bandeau noir marqué ultra transformé, si l'aliment est ultra transformé et quelle est sa composition nutritionnelle. Donc, vous avez besoin de ces deux informations. Vous avez besoin également pour les résidus de pesticides, c'est pareil, on ne peut pas mélanger cette troisième dimension aux deux précédentes. C'est pour ça qu'il y a déjà un logo, agriculture biologique, qui vous renseigne si le produit a été fabriqué dans des conditions, produit dans des conditions qui évitent ou qui réduisent considérablement la quantité de pesticides. Donc, on ne peut pas intégrer l'ultra-transformation dans le calcul de l'algorithme, mais on peut le visualiser
sous une forme graphique. Et c'est un moyen de fournir au consommateur 2 éléments d'information, 3 avec les pesticides, qui lui permettent de choisir des aliments les plus favorables à sa santé. Mais aujourd'hui, c'est à l'état expérimental. Alors oui, cette proposition a fait l'objet de travaux scientifiques. On a montré sur plus de 20 000 sujets qu'en rajoutant ce bandeau noir, cette information, les choix alimentaires, les déclarations d'intention de choix alimentaires étaient encore améliorées. Donc c'est un plus en termes de bénéfices santé. Mais évidemment, vous imaginez bien que comme pour le Nutri-Score seul, le fait de le compléter avec une information sur l'ultra-transformation réveille encore plus les lobbies. Et aujourd'hui, on est en train de se battre pour essayer de pousser à ce que cette forme augmentée soit mise à disposition des consommateurs, ce qui est un nouveau combat bien difficile parce que beaucoup d'industriels s'opposent également à cet étiquetage sur l'ultra-transformation. D'accord. Alors, on a une question de Katia qui nous demande s'il existe des applications pour calculer le Nutri-Score d'un produit à partir de son code barre quand il n'est pas présent sur l'emballage. Oui, tout à fait. Là aussi, dès le départ du Nutri-Score, on a travaillé avec une association qui avait développé une application, c'était la première d'ailleurs, qui permettait de fournir des informations sur la composition nutritionnelle. C'est Open Food Facts, donc qui permet, en scannant en effet le code barre des produits, d'avoir le Nutri-Score. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui le proposent, mais certaines sont plus ou moins sérieuses. Et Open Food Facts, qui est vraiment un statut associatif, c'est ni une entreprise ni une start-up, ce sont des bénévoles qui veulent aider la science et la santé publique, est une application qui bénéficie d'une légitimité, d'une reconnaissance par l'Agence nationale de santé publique en France. Et elle fournit à la fois le Nutri-Score, mais également d'autres éléments comme justement la classification des aliments en fonction de leur transformation, ce qu'on appelle la classification NOVA, beaucoup d'éléments également sur les additifs. Donc, de façon factuelle, c'est une association, c'est une application très utile. Il y a une autre application de l'UFC Que Choisir qui fournit également Nutri-Score et qui est faite de façon scientifique. Les autres applications, certaines s'éloignent un peu de la science et parfois ont tendance justement à donner des notes globales mélangeant le Nutri-Score à d'autres éléments, ce qui fait perdre la signification et du Nutri-Score et des autres dimensions. Moi, je sais que dans mon entourage, les gens utilisent beaucoup Yuka. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la recommandez? Alors, non, Yuka est une initiative sympathique qui a vraiment contribué à faire prendre conscience les consommateurs, aux industriels, aux politiques de l'importance de la composition nutritionnelle, de la nutrition sur la santé. Le problème, c'est que Yuka propose de faire ce que les scientifiques n'ont pas osé faire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de base scientifique, c'est de mélanger ces fameuses dimensions. Donc, 60% est donné au Nutri-Score dans la note finale, 30% s'il y a des additifs, 10% s'il y a des pesticides. Mais ça ne repose pas sur des bases scientifiques. D'ailleurs, il n'y a pas, dans le cas de scientifiques derrière. C'est quelque chose de très bien fait sur le plan ergonomique, mais pourquoi donner 60% à une composante, 30 et 10 aux autres? Pourquoi pas 33, 33, 33? Puis les additifs, c'est pas simple. On n'a pas de base de données scientifiques qui permettent vraiment de connaître les effets cocktails, les effets synergiques qui peuvent exister. Et quand Yuka dit, par exemple, cet additif n'a pas d'effet négatif, on ne sait pas d'où ça sort, et il n'a peut-être pas d'effet négatif parce qu'il n'y a peut-être pas eu de travaux, ou d'un autre côté parce que le fait qu'il soit pris seul n'a pas d'effet, mais mélangé avec d'autres additifs, il peut avoir des effets délétères. Donc, c'est pour ça qu'on préfère plutôt le concept d'ultra-transformation qui ne dit pas c'est tel additif. D'ailleurs, si un additif est démontré comme néfaste, il faut qu'il soit interdit. C'est ce qui a été fait à l'époque avec le dioxyde de titane. On se bat beaucoup pour l'interdiction des nitrites. Mais Yuka, au nom de la simplification, au nom de la simplicité et d'une ergonomie, fait une chose qui n'est pas scientifiquement valide. Alors, ce n'est pas complètement faux, mais dans certains cas, c'est regrettable parce que ça n'est pas la réalité. Donc, c'est une entreprise sympathique qui fait des combats intéressants dans certains domaines, notamment contre les nitrites, mais on recommande plutôt Open Food Facts
et éventuellement l'application de l'UFC Que Choisir, qui ne sont pas des entreprises, qui ne sont pas des startups, qui n'ont aucun modèle économique, qui n'ont aucun business plan et qui s'appuient réellement sur de la science et qui sont plus factuels et plus vrais, plus proches de la réalité scientifique. Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre logo en plus du Nutri-Score sur un Planet Score, mais qui soit vraiment basé sur des données scientifiques? Est-ce que c'est une proposition qui va être faite? Oui, elle a été faite par le gouvernement. Théoriquement, l'ADEME, l'Agence nationale en charge de la maîtrise de l'énergie, planche sur un logo, puisque on a vu, il y a le Planet Score qui est plutôt pas mal fait. Il y a d'autres logos environnementaux qui ont été proposés, EcoScore, il y en a plein qui circulent. Il faut qu'il y ait un seul logo, qui soit un logo officiel porté par les autorités officielles, qui ne soient pas des initiatives privées, basées sur la science, notamment les travaux de l'ADEME. On devrait avoir ce logo environnemental, c'était prévu en 2024, ça a été retardé, c'est compliqué à faire. On devrait l'avoir en 2025. Et ce qui sera intéressant, c'est d'offrir aux consommateurs, à côté du Nutri-Score, ce logo environnemental validé. Après, le consommateur arbitrera en fonction de sa philosophie, de sa vision, qu'est-ce qu'il considère quand il y a une discordance entre le fait qu'un produit soit de bonne qualité nutritionnelle, mais un impact négatif sur la planète, ou à l'inverse, qu'un produit qui n'a peu d'impact environnemental, mais en termes de santé individuelle, est mal classé par le Nutri-Score parce qu'il est très gras, très sucré, très salé. Mais là, ça permet aux consommateurs ensuite de faire leur choix, d'arbitrer en fonction de ce qu'ils veulent privilégier. Mais il faut donner ces deux informations en parallèle aux consommateurs. François a mis un mot dans le chat pour souligner que l'application Open Food Facts propose également un Green Score qui est basé sur les données scientifiques de l'ADEME et de l'INRAE. Oui, tout à fait. Il y a le Green Score, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un logo vraiment officiel, car ni le Green Score, ni le Planet Score, ni tous les autres scores carbone qui apparaissent ne sont officiels. À un moment, il faut vraiment que l'État, sur la base des travaux scientifiques, fasse ses choix et donc choisissent un logo officiel. Donc, c'est vrai que pour l'instant, Open Food Facts lui donne le Green Score, qui est aussi un logo intéressant, en plus des autres données que j'ai citées. Et beaucoup d'autres informations. Hein. Il y a vraiment énormément d'éléments dans Open Food Facts. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vraiment cette application qui est faite en plus par des bénévoles et qui vraiment n'a aucun intérêt économique et commercial derrière. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une dernière question à poser, c'est maintenant. Un petit mot pour conclure, Serge, éventuellement. Écoutez, je pense que ce qui est aussi très, très important, c'est le poids que peuvent avoir les consommateurs. Il y a des initiatives citoyennes, il y a des pétitions qui ont été faites, il y en a encore aujourd'hui. Foodwatch a lancé une pétition pour forcer un peu à Danone à revenir sur sa décision. Il y a sur change.org une pétition citoyenne pour demander que le Nutri-Score devienne obligatoire. Les citoyens doivent se faire entendre pour exiger ce qui est leur droit, d'avoir des informations leur permettant de juger la qualité nutritionnelle des produits. Et puis, ils ont une autre façon d'impacter aussi les industriels récalcitrants qui refusent le jeu de la transparence, c'est d'avoir à l'esprit que s'il n'y a pas le Nutri-Score sur un produit, c'est que l'industriel a quelque chose à cacher. Donc, son Nutri-Score ne doit pas être bon, sûrement même moins bon que les concurrents, et qu'entre deux produits, même s'ils sont classés D ou E, il vaut mieux choisir celui qui porte le Nutri-Score que celui qui ne le porte pas. Ce sera un moyen de faire comprendre aux industriels qu'ils ne peuvent pas refuser de donner cette transparence qui est utile aux consommateurs et utile à la santé publique. Et le Nutri-Score, une fois de plus, j'insiste, ne va pas régler à lui tout seul tous les problèmes de nutrition, et un outil de santé publique robuste, basé sur la science, et qui devrait donc apparaître pour éviter toute perte de chance sur l'ensemble des produits, parce que pour être pleinement efficace en termes de santé publique, il faudrait qu'il soit sur tous les produits. Donc c'est vraiment regrettable que certaines industries continuent à refuser à l'afficher, et donc c'est aux consommateurs de se détourner de ces marques
qui donc ne joue pas le jeu de l'intérêt de la santé et des consommateurs et de la santé publique. Merci beaucoup, Serge, pour cet échange. Merci à nos auditeurs. Avant de nous quitter, pensez à scanner le QR code qui est sur votre écran. C'est pour profiter d'une période d'essai de 2 mois à Brief Science gratuite. Voilà. Et puis, on vous a mis aussi quelques liens, notamment vers le blog de Serge Hagberg et son équipe, qui publie régulièrement des informations sur le Nutri-Score, notre article sur Brief Science, et puis une super série audio de France Culture sur le combat mené autour de la nutrition. Voilà, merci à tous, et puis bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous aussi, et merci beaucoup à Brief Science pour l'invitation.